l'entrevue de Tout peut arriver, tu sais, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube de Marie-Louise Arsenault. Mais tu sais, si je l'avais pas mis là, elle aurait pas grand circulé. Quand Étienne Alexandre Beauregard est allé, s'il l'avait pas mis sur Twitter, puis tu sais, genre, on produit plein d'affaires qu'on valorise pas dans l'écosystème médiatique actuel. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit le maire de Laval. Pas le vrai, mais le plus intéressant par contre. Il y a un documentaire de son côté sur les médias du Québec. Vachement intéressant. J'ai pris la peine d'écouter ça en fin de semaine. C'est à voir absolument. On est à quoi? 39 000 vues présentement. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez. Yann et Frank, il faut qu'on fasse monter ça à 45 000 minimum, peut-être même 50 000 le plus rapidement possible. Salut Mounir, merci d'être là. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci pour l'invitation. Très content d'être là pour parler de ça. Je pense que c'est des thèmes qui sont full importants. Puis souvent, ils sont comme pris dans l'espèce de courant de politique quotidienne, puis de genre frustration affective, puis tout. Puis là, mais je trouvais que c'était bon de prendre un moment, travailler sur une pièce qui est comme un peu plus comme poussée, ou je sais pas, qui va un peu plus profond. Fait que genre, je suis full content si ça a résonné avec vous. Ouais, Le un but, c'était de documentaire, parler vous à tout le monde. écoutez? Ouais, le documentaire, ouais, c'est ça, je suis content. Ben, parce que t'as dit que t'as aimé ça, fait que je suis comme, OK, Yann a aimé ça, je suis comme content. Non, mais Ben, c'est-tu le premier que tu fais ou parce que je sais que tu as quand même plusieurs styles dans ton approche là, au niveau de ta chaîne YouTube principalement. Mais là, c'est un vrai documentaire, Office national du film, la grosse affaire. C'est-tu le premier de ton côté? c'est mon premier comme vraiment moyen métrage documentaire, tu sais, tout dans la démarche de le faire. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait sur YouTube? Il y a des vidéos qui s'apparentent proches à cette démarche-là, mais on est plus dans le territoire des essais vidéo. Il y a moins comme justement tu sais, l'Office national du film qui est là. Puis tu sais, tout le processus de justement faire ça avec l'ONF, ça a pris justement d'écrire un scénario, de faire des entrevues de recherche. Il y a toute une démarche qui a pris du temps que genre sur YouTube, puis vous êtes sur YouTube, tu sais, c'est comme moi, j'étais genre, OK, on pose des vidéos, on pose des vidéos, on pose des vidéos. Fait que là, ouais, je dirais que c'est mon premier comme effort définitif. L'année passée, j'ai fait Les Nouveaux Souverainistes, que j'appelle Mhm. comme un docu-reportage. C'est pas vraiment comme ça. Tu sais, Les Nouveaux Souverainistes, ça s'est fait en un mois. Fait que ça s'est fait en plus de mois, là. OK, OK, Ouais, il y c'est a ça. beaucoup de travail. Là. T'appelles ça un moyen métrage, je pense que c'est un bon nom parce que ça dure 32 minutes, le documentaire. La question que je me suis posée quand j'ai vu ça, puis quand je l'ai écouté, c'est, tu sais, 32 minutes, ça s'écoute super bien. Est-ce que ça a le format a un peu un lien avec le sujet du documentaire? Parce que, tu sais, on dit souvent, ah, les générations plus jeunes ont une capacité d'attention plus réduite, ils veulent des choses qui sont plus packagées, qui rentrent dedans. Puis le sujet du documentaire, c'est un peu, dans le fond, pourquoi les nouvelles générations ont décroché des médias traditionnels, des émissions qui vont, tu sais, à un moment donné, tu parles avec des jeunes, puis tu leur dis, ah, mais le truc dont tu nous parles, ça existe, ça s'appelle série. Tu sais, le nom de la série, c'est un tel, ça a passé tu peux le voir sur tout.tv, mettons, puis les jeunes disent, ben, j'ai aucune idée c'est quoi. Est-ce que ce format-là, de faire ça plus court, plus condensé, c'était justement pour viser un public un peu plus jeune qui, justement, a une capacité, des fois, à regarder des trucs de 2 heures qui est plus limitée? Ben, dans le fond, ce film-là fait partie d'une nouvelle initiative de l'ONF qui s'appelle On Film. Puis c'est vraiment là-dessus que ça a pris plus de temps à travailler que même, ben, je dirais égalité, puis le film. Tu sais, c'était comme. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un producteur de l'ONF, il y a genre 2 ans, qui a vu une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Tour s'effondre, dont il y a un clip de Yann et Frank dans cette vidéo YouTube-là qui parle de justement, c'est plus au niveau des émotions. Il n'y a pas vraiment de recherche sur moi, comment j'analyse la discussion publique sur la crise des médias, puis comment je trouve qu'on devrait amener d'autres pistes de réflexion là-dessus. Il a vu ça, puis on a commencé à parler, puis moi, direct, tu n'as pas souvent accès à parler à des producteurs de l'ONF. Fait que moi, je commence à pitcher des films, je pitch des films. Puis là, finalement, il me dit, ouais, mais là, tu sais, depuis 2 ans à l'ONF, on a ce laboratoire d'innovation, puis on veut vraiment comme trouver une façon de amener la démarche documentaire de l'ONF à des nouveaux auditoires sur des nouvelles plateformes. Fait que le but, c'était de réussir à comme streamline la production de films de l'ONF. Parce que, mettons, quand
l'ONF décide de faire un film, ça prend genre comme vraiment beaucoup de temps. Puis, tu sais, on l'a vu aux Oscars là, avec le film d'animation qui a gagné. Tu sais, le gars, il était dans les salles d'animation à Montréal pendant des années. Tu sais, puis c'est bon d'avoir du temps long pour faire des œuvres comme ça, mais comment les médias ont évolué, tu sais, ça prend un peu plus de réactivité, ça prend être capable de comme partir d'un pitch puis genre sortir de quoi en bas de 6 mois. Tu sais. Fait que c'était ça le vrai gros Mm. chantier à l'ONF. Fait que tu sais, j'ai eu la chance de comme travailler dans le développement de ça. Puis le but, tu sais, il y a 3 films qui ont été produits comme ça qui vont sortir dans les prochains mois. Puis on a commencé avec le mien parce que c'était comme, il y avait un dialogue entre qu'est-ce que l'ONF décide de faire, qui est comme une des plus vieilles institutions médiatiques au Canada. C'est eux qui avaient genre des caméras qui bougeaient avant tout le monde. Parce que comment l'ONF a été créé, c'était que quand les caméras ont commencé à arriver, tu avais CBC, Radio-Canada qui avait des caméras statiques, comme qui restaient dans les studios. Puis tu avais l'ONF qu'eux, il y avait des caméras qui pouvaient sortir. Ils pouvaient aller filmer. Puis il y a eu tellement d'innovation qui s'est faite dans le genre documentaire avec les productions de l'ONF. On parlait de Michel Brault, Pierre Perrault, tout le cinéma direct. Fait que le but, c'était un peu d'amener cette énergie-là à comment les médias se sont développés depuis 25 ans. C'est comme on est dans un tout autre monde. Fait que ouais, c'est sûr que le but, c'était d'offrir ce format-là monté comme ça. Comme, je trouve que ça va quand même en rupture avec les codes de YouTube. Il y a des longs passages dans ce documentaire. Mettons, si tu voulais faire vraiment une vidéo YouTube, là, tu cotes à chaque 3 secondes, il faut que tu aies un zoom différent, une image différente, il faut que ça Mm. bouge, il faut qu'il y ait des images, plus d'archives. Comment plus, moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube dans genre les 5 dernières années. Mais là aussi, le Ah, on but, fait c'était ça comme comme. ça, là. Ouais, c'est ça, exact. On est pourri, Yann, moi, Frank, là-dedans. Là. non, mais c'est ça, mais mettons dans la culture, genre YouTube plus comme populaire, disons pas vous êtes pas pop, mais vous êtes plus politique, disons vraiment le divertissement. Il y a tout comme ces codes-là de comme Ouais, comment ouais. avoir le traitement d'une vidéo YouTube parce que la métrique principale, c'est la rétention. Genre, tu veux qu'à aucun moment la personne se pose la question, genre, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, pourquoi je suis en train de l'écouter, tant qu'il y a de la nouvelle information qui arrive. Fait qu'on va quand même en rupture avec ces codes-là. On essaye de rester dans du temps Ouais. long, mais il y a quand même comment je m'adresse à la caméra qui est très proche. Fait que c'était de faire une espèce de merge entre le comme documentaire ONF puis genre une vidéo YouTube. Fait que c'était Ouais, ça ouais, comme le ouais. challenge. Mais ouais, c'est sûr que ça influence les choix qu'on a Moi, faits. j'ai 2 coups de cœur dans ton documentaire. Énorme coup de cœur, en fait, ta mère et l'ancien directeur de VRAC TV que tu as amené. De loin, le gars le plus lucide que tu nous le présentes dans l'histoire. Parle-nous un peu, ça a été quoi le thinking d'amener ta mère là-dedans? Parce que sérieusement, elle est attachante, mais son histoire est intéressante aussi. Immigrante, essaie très fort de s'intégrer à la culture québécoise, utilise la télé de l'époque pour s'intégrer, Mhm. te fait écouter une tonne d'émissions jeunesse. Je veux dire, t'es le produit parfait de VRAC TV, autrement dit, là, de ce qu'on comprenait. Et vous avez tous les deux décroché complètement de cette télé traditionnelle-là également. À un Mhm. moment donné, je ne sais pas trop quelle date, là, de 2010-2011, dans ces années-là que vous dites, mais ça a été, sincèrement, l'ajout de ta mère à ce documentaire-là, j'ai trouvé ça fascinant parce que ça touche ça touche un peu l'intégration de l'immigration dans l'histoire, évidemment, mais ça touche la culture québécoise réelle. Tu sens qu'elle aime la culture québécoise pour de vrai, puis qu'il y a un petit sentiment de nostalgie avec l'ancien temps et le nouveau temps, puis c'est de la voir qu'elle, elle est dans le nouveau temps présentement, aujourd'hui, malgré son âge. Fait que j'aimerais Mhm. que tu nous parles un peu de ton thinking d'amener ta mère là-dedans, puis ensuite du directeur de VRAC TV un peu. Parce qu'au début, ce documentaire-là, genre, il s'appelait le mystère des codes d'écoute. Puis moi, j'étais juste focus sur genre ça. Puis là, j'écrivais des versions de scénario, puis je les lisais, puis genre, j'en parlais avec les producteurs, puis j'étais comme, je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose, genre pourquoi c'est important pour moi, genre une subjectivité, tu sais, comme installer que comme non, non, je fais pas juste ça pour comme critiquer, pour, tu sais, presque en mode révolutionnaire, genre comme il faut tout refaire à zéro, tu sais, non, il y a de quoi de vraiment émotionnel, genre, puis quand je repense à cet amour-là pour la culture québécoise, mais direct, c'est comme mon esprit va à ma mère, genre, fait que là, j'étais comme, ah, il faut que j'en donne un peu, tu sais, comme, genre, je suis jamais vraiment dans une espèce de démarche personnelle comme sur les médias sociaux. Puis genre, je suis comme en train de commenter l'actualité ou faire des vidéos sur des affaires, parler des médias, de te critiquer, tout le monde en parle, peu importe. Mais genre là, j'étais comme, OK, mais dans ce film-là, faut que je donne quelque chose pour qu'on installe rapidement pourquoi je tiens à propos de ça, sans expliquer ma vie, tu sais. Puis je pensais que c'était important de mettre en avant. Puis après, tu sais, je pense que
qu'est-ce que ça dit? Je pense pas qu'elle est arrivée avec genre, oh my god, une volonté comme viscérale de comme s'intégrer à la société québécoise. C'est juste Mmh. comment les médias étaient structurés dans ce temps-là. Ben, tu sais, elle était en congé de maternité. Tu sais, dans le fond, elle a eu 3 enfants jusqu'à 99. De 93 à 99, c'est genre, tu sais, mon frère, ma soeur. Fait que, tu sais, elle a beaucoup été à la maison, à la télévision. Tu sais, c'est de quoi de matériel qui s'est passé. Puis elle était devant la télé. Tu sais, elle était pas sur AOL. Là, tu sais, fait que c'est comme. Mmh. Ça s'est juste fait tout seul. Puis après, tu sais, le bout où est-ce qu'on disait, est-ce que tu écoutes encore la télé? Et comme non. Mais tu sais, parce que moi, je pense que c'est. Je voulais pas te développer trop dessus parce que comment le discours sur les médias, puis qu'est-ce qu'on attaquait, nous, c'était vraiment les jeunes, puis la culture. Mais moi, j'ai la conviction que genre c'est bien plus large que juste comme les jeunes qui se désengagent des formes de production traditionnelle de la télévision. Il y a vraiment quelque chose d'existentiel qui s'est passé quand l'Internet est devenu autant à grande échelle, quand les réseaux Ouais, sociaux, puis ça dépasse l'âge. Tu sais, depuis quelques années, la démographie qui a le plus de croissance sur TikTok, c'est les boomers, là. C'est pas les Gen Z puis les Gen Alpha. Tu sais, c'est de quoi qui, tu sais, tu voyais vos parents, vos grands-parents sont sur l'iPad. Tu sais, si vous avez des grands-parents immigrants, ils sont sur les group chats WhatsApp. Tu sais, ils s'envoient des mimes entre eux. Tu sais, c'est la même affaire que des mimes. Fait que c'est de quoi qui dépasse bien plus les jeunes. Genre, fait que je voulais qu'on le voit, mais sans comme trop développer là-dessus mmh. pour genre répondre aux critères de la discussion médiatique actuelle qui est comme les jeunes et la culture, tu sais, pour s'inscrire là-dedans. C'est juste que les jeunes sont comme des early adopters souvent de nouvelles technologies. Fait qu'eux vont en premier aller sur les nouvelles plateformes. Puis il y a, il y a un discours que les gens disent souvent un peu, là, ils disent on était bien sur Internet avant que les vieux arrivent, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je me souviens comme si c'était hier, du début De Facebook, mettons. non, mais même avant ça, là, moi, je me rappelle quand on était kid, puis on écrivait dans le temps, c'était MIRC. Là, puis là, Ah oui. tu chattais avec des gens inconnus parce que c'était comme des group chats avec des pseudos, Ah, puis il n'y avait pas de il y avait photos dans du ce temps-là. pédo sur Merc, Ben oui, il pareil, y hein. avait toutes sortes de conneries, mais à un moment donné, les plus vieux sont arrivés sur Internet, puis là, c'est là qu'on a vu apparaître là, tu sais, les partages avec 50 personnes, sinon Facebook deviendra payant, puis ce genre de tu sais, ça a comme changé la dynamique des réseaux sociaux. Mais le point, moi, que je trouve vraiment intéressant dans le documentaire, c'est quand tu dis que, ben, tu sais, quand tu montres qu'il y a comme, puis c'est une discussion que vous avez aussi quand tu vas après au panel de Marie-Louise Arsenault, là, c'est comme si tu dis que, puis on a vu ça dans les médias plus généralement, c'est comme si ces gens-là avaient assumé qu'Internet, c'était comme, pour André Arthur disait dans le temps, Internet, c'est une mode, là. Ben, c'est comme si on avait assumé qu'Internet, c'était comme une autre chose et non pas la nouvelle plateforme, le nouveau média, la nouvelle manière de faire des choses. Fait qu'on s'est comme entêté dans un format un peu plus traditionnel. Puis c'est ça qui a perdu parce que dans le fond, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on écoutait Musique Plus, on connaissait tous les animateurs, puis tu sais, toutes les vedettes québécoises de l'humour, par exemple, avaient commencé là, tu sais, Mike Ward, Jean-François Mercier, Louis-José Hood, on oublie ça, là, tu sais, Louis-José Hood qui animait Dollar à Clip. Je me souviens, j'étais kid, je regardais ça. Mais tu sais, aujourd'hui, les plus jeunes, ils savent pas c'est qui ces personnages-là, bien souvent, parce qu'il n'y a plus ce médium-là où tout le monde regardait les mêmes affaires sur les mêmes postes de télé, là. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'avec les jeunes, qu'est-ce qui est plus choquant, c'est justement, c'est qu'ils n'ont pas le référent. Mettons quelqu'un de plus âgé que là, il passe tout son temps sur TikTok ou sur Instagram Reels, ben au moins, tu sais, comme il se rappelle de la petite vie. Mais là, quand tu vas voir quelqu'un de 16-17 ans, puis tu dis c'est qui Véronique Cloutier, puis il est comme Hi, je sais pas trop. Là, c'est comme plus choquant, tu sais. Puis là, on écrit des articles. Puis en plus, tu sais, c'était des jeunes à ATM, à Jonquière, qui étudient en com, tu sais, qui sont comme, ben moi, je sais pas trop c'est qui, là, tu sais, tu peux-tu m'éclairer? Fait que ça comme, wow! Comme c'est encore plus comme qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'ils ont des référents culturels communs? Qu'est-ce qui se passe avec comme la culture québécoise, disons? Puis là, comme on est dans tous ces discours-là sur genre OK, les bouleversements démographiques du Québec, le rattachement à la culture, tout ça, on mélange tout ça ensemble. Puis là, ça donne que comme un gouvernement comme la CAQ ou comme le PQ qui va arriver, c'est comme la culture, la culture, la culture, mais ils sont jamais là comme à vraiment expliciter genre ah ouais, il faut plus investir en littérature québécoise ou genre des affaires de même, tu sais. Ils vont juste dire comme la culture avec un grand C. Mais ouais, je pense que qu'est-ce qui est arrivé là, au début des années 2000, c'est que quand l'Internet est arrivé, puis genre vraiment à grande échelle, tu sais, c'est la nouvelle réalité des télécommunications, point barre. C'est juste ça qui arrive. C'est comme, c'est une évolution technologique qui a commencé genre à l'écriture, puis après à l'imprimerie, puis après à la radio, à la télé. C'est dans cette lignée-là de transformation médiatique. Puis je pense maintenant à avoir beaucoup réfléchi à ça, puis beaucoup parler de ça.
genre, l'industrie, elle a eu comme réflexe de se protéger, comme, hey, non, depuis 50 ans, on a développé tellement de grosses structures, tu sais, comme, mettons, au début des années 90, quand ils ont décidé que, comme, OK, ben là, les diffuseurs vont vraiment arrêter de produire des affaires. On veut qu'il y ait un réseau de compagnies de production qui se crée pour que eux maintenant soumettent à des diffuseurs, puis on les finance pour créer, genre, un corporatisme, genre des entités, genre des compagnies. Tout ça, ça s'est développé dans les années 90. C'était vraiment comme un âge d'or, pas juste de comme la diffusion audiovisuelle, mais de la création d'entreprises audiovisuelles, de compagnies de production en télé, en cinéma. Puis là, comme tu as tout ce réseau, toutes ces chaînes de valeur-là, tous ces emplois, puis là, tu es comme non, en fait, comme non seulement on diffuse de façon différente, mais produire quelque chose, ça devrait techniquement coûter vraiment moins cher, comme il y aurait beaucoup moins de gens qui travailleraient là-dessus, comme non, non, non. Puis là, boum, c'est comme non, 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 on peut pas comme essayer de modifier de fond cette industrie-là ou une partie de cette industrie-là parce que ça mettrait en danger ben trop de choses qu'on a construites depuis les 60 dernières années qui ont beaucoup de valeur pour comme les Québécois. Fait que c'est ça, je pense que c'est un réflexe naturel, je sais pas Oui. trop. C'est de l'autodéfense, comme c'est pas. Ben, Mais c'est la avec. raison pourquoi j'ai adoré ton gars de Rack TV, parce qu'il fait partie de l'ancien monde, mais comprenait les changements, expliquait ce qui se passait aujourd'hui. Sérieusement, il est extrêmement lucide dans le documentaire. Parce que quand on arrive et qu'on voit les gens parler des médias traditionnels, puis que ça vient frustrer un peu, parce qu'à un moment donné, le discours ambiant présentement, c'est on est sous-financé, les revenus publicitaires sont en chute, on a de la misère à faire de l'argent. Puis là, tu arrives, tu dis ouais, mais c'est parce que je suis pas mal sûr que Mario Dumont gagne encore plus que 500 000 par année, là, les amis. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a une maquilleuse, puis qu'il y a bien du stock qui l'aide là, à faire son show. Qui, en réalité, tu regardes le format, puis tu regardes Yann Efring, puis tu dis c'est quoi la différence entre le show de Mario Dumont puis Yann Efring d'une certaine façon en termes de format. Moi, j'ai sûr, j'ai pas de maquilleuse. Ben, j'ai peut-être un peu sarné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pourrais peut-être un petit peu plus en forme. Je suis quand même au courant de ça. Mon décor, c'est une plante en plastique. Je suis pas mal. Je sais que c'est cheap, puis je m'en crisse un peu. Mais Ouais, mais. au final, ils disent qu'il n'y a plus d'argent à faire dans les médias de leur côté, puis ils ont besoin de l'aide financière. Moi, je regarde les états financiers de mon entreprise de médias qui a 3 employés. Chris, il y a un profit à la fin de l'année. Puis des subventions, je n'ai pour $0. Puis là, tes entends, ils disent ouais, mais l'argent sort du Québec, s'en va ces plateformes. Ces plateformes comme YouTube, puis Facebook. Puis tabarnak, je regarde les revenus de l'entreprise. Puis il y a du YouTube, il y a du Facebook, il y a du Spotify. Puis je veux dire, ça rentre de partout, l'argent de notre côté. Là. Puis oui, évidemment, c'est notre Patreon qui est le plus gros point. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'intérêt pour la culture québécoise au Québec, puis il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit financé de manière privée. De manière privée, je vous annonce que c'est possible de monter une entreprise rentable. Mais on dirait que dans leur tête, ça n'existe pas, ce monde-là. Ouais, mais c'est comme une ligne tricky, puis c'est là qu'il y a genre peut-être une scission idéologique entre genre ma vision de l'affaire puis votre vision, puis genre je suis full familier avec les discours que vous portez là-dessus, mais tu sais, est-ce qu'on aspire vraiment tout, puis tu sais, je trouve que Yann et Frank c'est full fonctionnel, est-ce qu'on aspire vraiment tout à ce que notre output audiovisuel, ce soit des podcasts comme un peu comme ça, je pense qu'il y a quand même une salle de nouvelles, il y a un décorum, il y a un décor, il y a genre un travail, il y a un ton, c'est dur à produire, je pense pas qu'on devrait aspirer à comme plus avoir ça puis comme à genre reproduire des modèles sur les réseaux sociaux. Je pense juste qu'il faut pas les exclure vraiment de la réflexion. Puis tu sais, quand on parle, mettons, de dollars publicitaires, ben, tu sais, maintenant, TVA puis Québécois, c'est eux qui postent le plus de vidéos sur YouTube au Québec. Là. Puis ça a commencé il y a 2 ans. Là, je me rappelle, quand ils ont ouvert la chaîne YouTube TVA Nouvelles, en genre 2 mois, ils ont posté 1200 vidéos. Tu sais, ça a comme pas rapport. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi à une façon de valoriser cette auditoire-là, genre, dans comment ils vendent la publicité, en fait? Je pense que c'est là, puis c'est là que tu arrives à comme le cadre réglementaire du CRTC, comment il fonctionne. Tu sais, comme moi, une émission, puis je sais que vous aussi, vous aimez ça la regarder comme ironiquement, que j'aime regarder ironiquement, c'est les mordus de politique. Genre, j'adore regarder les mordus, je trouve les clips sont drôles, je trouve que c'est tout des... Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une plus grosse rotation de gens là-bas, mais tu sais, je me dis tout le temps comme, OK, mais je veux écouter l'épisode des mordus au complet, puis on n'est pas tous là à checker Daytime Television à genre 2 heures l'après-midi. On peut pas s'asseoir puis regarder 2 heures de mordus. Fait que là, t'es comme, OK, où est-ce qu'il est cette émission au complet si je voulais la regarder? Ben, t'apprends, quand tu fais un peu de recherche pour faire un documentaire là-dessus, que les mordus, ils n'ont pas le droit de mettre l'épisode au complet sur YouTube ou sur tout.tv parce que c'est de la compétition déloyale, c'est bloqué par le CRTC parce que vu que, tu sais, c'est ça l'affaire, puis c'est pas bloqué, ben là, c'est genre,
qu'est-ce qu'on m'a dit, mais c'est d'autres entités, câbles distributeurs, c'est comme, hey, c'est de la compétition déloyale que vous puissiez mettre cette émission-là au complet. Ça fait en sorte que vous allez nous enlever des abonnés au câble, parce qu'il y a sûrement du monde qui s'abonne au câble pour checker les mordus. Fait que là, tu sais, t'es là, Ouais. tu es comme, OK, ça, c'est une barrière dans comment qu'on a vu comme les télécommunications évoluer. Tu sais, on devrait pouvoir checker les mordus, surtout comme les diffuseurs publics. On devrait pouvoir checker ça sur YouTube, au pire, surtout.tv, Ah mettez oui. plusieurs clips, mais c'est pas vrai que vous avez juste le droit de sortir 10 minutes par épisode. Là, tu sais, on perd, tu sais, même, Ah, c'est mettons, n'importe quoi. l'entrevue de Tout peut arriver, tu sais, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube de Marie-Louise Arsenault. Mais tu sais, si je l'avais pas mis là, elle aurait pas grand circulé quand Étienne Alexandre Beauregard est allé, s'il l'avait pas mis sur Twitter. Tu sais, genre, on produit plein d'affaires qu'on valorise pas dans l'écosystème médiatique actuel. Ça, c'est comme, à Mhm. la base, c'est comme une des affaires qui demande pas, genre, une restructuration profonde, puis genre, le licenciement de comme 50% des gens qui sont là, juste pour faire, tu sais. Mais là, on fait des lois sur la télécommunication, comme Guilbeault avait fait avec le gouvernement Carney, Trudeau, même affaire, mais genre, tu sais, c'est comme, ben là, c'est vraiment sur le cadre financier, puis comment qu'on encadre les GAFAM, puis leur contribution. Mais on parle pas vraiment de comme adapter de fond, comment que on valorise les auditoires en ligne. Puis aussi, je pense, moi, c'est genre une perspective québécoise, genre comme je pense pas que c'est l'idéal de vraiment totalement dépendre sur des plateformes californiennes pour diffuser des. Genre, ultimement, dans la perspective de développement du Québec, genre, j'adore YouTube, mais je pense que c'est bon que, genre, on ait des structures de diffusion alternatives à tout cet écosystème américain. Mais je pense pas qu'on doit le démoniser non plus, parce que les audiences sont là, tu sais. Puis c'est vraiment un Mhm. service qui est comme convenient. Puis genre, moi, je check YouTube, je check TikTok, je check Twitter, genre, tu sais, c'est comme ça existe, tu sais. Fait qu'on peut pas être en dissonance cognitive. Mais moi, je suis pas comme dans l'abolitionniste aussi, de genre, yo, comme fermer Ah. toutes ces affaires-là. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop. J'ai de la misère des fois à comprendre ce que le milieu veut par rapport à ça. Parce que il y a quelques années, je me souviens très bien de l'entrevue de Mélanie Joly à Tout le monde en parle, où elle se faisait cuisiner sur Netflix, puis le fait qu'il investissait pas dans des productions, tu sais, québécoises ou canadiennes, puis il y avait pas d'argent qui était mis là-dedans. Puis pendant longtemps, le discours, ça a été ces plateformes-là veulent rien savoir de notre contenu, ça les intéresse pas, ils s'en foutent de la culture, tout ça. Mais là, quand, mettons, il y a une série comme celle de Martin Matt qui fait beaucoup jaser en ce moment sur Prime Video, ben, il reçoit quand même de la critique pour avoir collaboré avec eux autres. Fait que des fois, on se demande, est-ce qu'on veut que ça marche ou est-ce que... Je comprends pas ce qu'on veut exactement. Moi, je pense que ce qu'on devrait vouloir à quelque part, c'est peut-être pas exclusivement ça, mais on devrait vouloir que le Québec ait son Lupin, par exemple, la fameuse série française qui est devenue une série regardée partout dans le monde, même si c'est français. La Cazotte Papel, par exemple, ce genre de choses-là, qui sont des produits à la base très nichés, très faits pour le local, avec des référents culturels locaux, mais ça finit comme des succès mondiaux grâce à ces plateformes-là. Mais on dirait que c'est pas ça on dirait qu'on là, ça pourrait arriver avec Martin Matt, mais il y a encore des gens qui sont pas contents. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec ça, en fait. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'ils voudraient, là, puis mettons, même dans cette discussion de Mélanie Joly, tu sais, qui remonte à, c'était comme l'affaire, c'était, ah ouais, Netflix va investir 500 millions, puis blablabla, puis on Mhm. parlait de tout ça dans ce temps-là. Tu sais, c'est que dans le fond, comment le financement, genre, d'œuvres culturelles et fait, toute cette industrie-là, est fait autour du fait que si, mettons, on t'a donné une onde du CRTC, ben, tu cotises dans des fonds, genre, tu sais, comme, il y a le Fonds des médias du Canada, il y a le Fonds québécois, le Mhm. Fonds Bell, puis eux, qu'est-ce qu'ils voudraient, mettons, les têtes des corbeaux distributeurs, c'est que les compagnies des GAFAM, puis genre Amazon, Netflix, puis tout, ils embarquent dans ce système-là. C'est ça la Mhm. vraie revendication. C'est comme, ouais, ils ont beau faire une série, un film, tu sais, Netflix a fait un très bon film. C'est le premier film québécois qui a été produit par Netflix, s'appelle Jusqu'au déclin de Patrice à Liberté. Ça a été vu des millions de fois partout dans le monde. Il y a Réal Bossé dedans, ça a été filmé dans les Laurentides. C'est un film québécois, mais ça a été produit par Netflix, puis c'était comme à la fin des années 2010. Genre. Mais tu sais, vraiment, la revendication autour du financement, c'est qu'ils participent à ce système-là qu'on a mis en place dans le temps que, genre, ben oui, l'infrastructure qui avait été construite pour faire la diffusion télé, elle coûtait de l'argent, fallait buy-in dedans, fallait que tu participes au système, puis toi, on te donnait des redevances basées sur les abonnements au câble. Toute cette affaire-là, c'est ça la vraie grosse machine qui, genre, faut revoir de fond, genre, parce qu'elle va pas te. Si, c'est pour ça que le documentaire s'appelle Après moi le déluge, parce que c'est comme, genre, si le plus tôt on la met à jour, le mieux ça va être. Le mieux, on va mitiguer la vraie actual crise de l'audiovisuel. Puis je pense aussi que, justement, puis comme tu as dit tantôt, Yann, la discussion est comme tellement structurée autour du financement. Puis je trouve qu'on en a tellement parlé beaucoup qu'il y a plein d'autres sujets
qu'on discute pas. Puis genre, Ouais. je comprends que c'est fondamental, le financement, mais tu sais, quand on parle justement avec Denis Dubois dans la série qui était cadre chez TVA, puis on parle de mise en marché, de développement, toutes ces habitudes-là que peut-être, puis tu sais, ça Le c'est bout ma sur théorie. Fugueuse, je pense, hein, c'est ça? Ouais, le bout sur Fugueuse, que j'étais comme, hey, ce show, il a fonctionné. Il a vraiment, c'est un phénomène, puis il a refonctionné quand ils l'ont mis sur Netflix. Est-ce que vous êtes arrêté, et vous avez fait comme, hey, qu'est-ce qui a marché, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, genre, il a été très généreux, il m'a répondu candidement, tu sais, il est arrivé quelques mois là, après la diffusion, mais il est arrivé comme directeur des programmes contenu original, tu sais. Il n'est pas arrivé comme pigiste, tu sais. S'il y avait eu une enquête de post-mortem, elle serait rendue sur son bureau, tu sais. Fait que c'est comme, il n'y en a pas vraiment eu. Fait que là, ça dit un peu sur genre l'état d'esprit, comme qu'est-ce qu'on valorise vraiment dans ces cercles-là. Puis je pense que mettons, si on y va dans mes comme espèce de conclusion, de réflexion sur tout ça, genre, c'est que au début des. Justement, quand je vous ai dit tout à l'heure, au début des années 90, quand on a tout ce système de boîte de prod qui s'est créé, ben en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans comment que ça fonctionne, toute cette relation-là entre les producteurs et les diffuseurs. C'est que, mettons, toi, tu pitches une série à un diffuseur. Le diffuseur dit OK, on greenlight, genre, tu peux aller, là, il faut que tu ailles. Là, maintenant que tu as la greenlight d'un diffuseur, il faut que tu ailles voir, genre, la SEDEC, il faut que tu ailles voir ça. Tu es comme, hey, ce diffuseur a dit qu'il voulait nous produire, qu'il voulait nous diffuser, fait que voici, nana. Puis là, il faut que tu te fasses choisir plusieurs fois. Puis là, après, mettons que tu es choisi par toutes ces entités qui financent, ben là, toi, ta job comme producteur, c'est juste de produire la série. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, qui m'avait fait rire quand je faisais des entrevues de recherche. Tu sais, c'était plus le mindset du fin du 20e siècle. C'est comme, toi, ta job de producteur, c'est remettre la cassette au diffuseur. Tu sais, c'est vraiment. Puis ça, en fait, après, ta job, elle est finie comme producteur. Mais ça a fait en sorte que comment que la mise en marché puis le marketing de shows de télé, mettons, a été comme innové ou développé dans les 30 dernières années, ça a juste été dans les mains des diffuseurs. Puis eux, ils ont des méga grosses grilles horaires, puis chaque saison, ils lancent plein de shows. Fait que dans le fond, une campagne de mise en marché pour un show, c'est devenu comme une espèce de Google Doc où est-ce que c'est plug and play. C'est comme voici comment qu'on sort un show, voici le budget pour ci, voici le. Puis ça a fait en sorte que il n'y a pas eu de diversité puis d'innovation vraiment qui s'est faite dans ce champ-là. Tandis que si on avait laissé ces budgets-là de mise en marché dans les boîtes de prod depuis 30 ans, puis qu'ils avaient pu développer cette expertise-là, ben, il y aurait eu de la compétition, il y aurait eu de l'innovation, il y aurait eu comme de quoi de nouveau. Puis ça, je En pense que ça fait, relate c'est. avec vos idéologies. Mais ton point est vraiment bon parce que moi, c'est sûr que ce qui est agressant, c'est dans le discours du financement parce que je me dis, Christy, on est capable de se financer. Mais quand tu tasses ça, ce que tu te rends compte, tu dis, OK, pourquoi nous, on est capable de se financer, pas eux? Puis je pense que tu mets le doigt directement sur le bobo. C'est qu'on a monté, au niveau de la culture québécoise, on a monté un système où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi par les gouvernements. On n'est pas tout le temps sûr que ça se rend l'artiste en réalité. On sait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui gèrent cet argent-là, autrement dit. Puis que c'est là que tu dois faire un peu ton striptease, peu importe le champ de compétences, que tu sois dans des groupes de théâtre, que tu sois un comédien, un acteur, un producteur ou quelqu'un qui a une idée folle un peu. Tu dois aller têter quelqu'un quelque part tout le temps. Dans le monde alternatif, dans le monde des plateformes, justement, ce qui est un peu freak, c'est qu'on est tous des minuscules entrepreneurs. C'est qu'on est. Puis ça, c'est vrai dans toutes les entreprises. Quand tu es un entrepreneur qui construit une business à partir de zéro, au début, tu as tous les chapeaux. Tu fais la comptabilité, tu fais le marketing, tu fais la gestion de personnel quand tu commences à en avoir. Mais je veux dire, tu n'as pas de responsable de ressources humaines, tu n'as pas de comptable. Tu fais vraiment, vraiment, vraiment tout quand tu startes une business. Puis ça fait en sorte que les YouTubers d'aujourd'hui, les jeunes de la nouvelle époque, ont touché à peu près à tous les champs d'expertise avant de connaître le succès, avant d'avoir la capacité d'engager des gens, puis là, d'avoir des techniciens de son, d'avoir éventuellement des geeks. Là, tu sais, je veux dire, tu nous présentes des gens qui construisent du matériel pour YouTube dans ton documentaire, puis tu le vois, là, c'est des whiz, les gars. Là, tu sais, ils sont pas, même moi, je me trouve vraiment proche à côté d'eux autres. Là, tu sais, tu vois vraiment qu'ils ont pensé à leurs affaires, mais les gens ne le réalisent pas. Mais quand tu regardes un comédien de la vieille époque, ben lui, tout ce qu'il sait faire, c'est apprendre un texte par cœur puis l'acter. Quand tu regardes un producteur, tout ce qu'il sait faire, c'est un peu remettre la cassette, un peu comme tu disais. Mais quand tu regardes les YouTubers d'aujourd'hui, leur champ de compétences est très large parce qu'ils ont touché à tout de leur côté. Mais ce que ça implique, c'est que les médias sont plus petits, beaucoup plus nichés également. Tu sais, je veux dire, se développer un auditoire, c'est se construire une niche. Ça, c'est le nouveau monde.
Puis c'est là que tu sens vraiment que les traditionnels sont pas équipés pour vivre dans le nouveau monde parce que la niche et la multidisciplinarité, ils l'ont pas pantoute, là. Ben oui, puis c'est aussi ça dépend comment tu es attaché à des formats. C'est ça qu'on disait. C'est comme une série lourde de fiction ou un film, tu sais, le cinéma, ça vient d'un héritage de genre comme comment ça a été développé, juste comme façon de travailler, qui est ancré dans comme l'histoire du développement, mettons, du cinéma, puis de la télévision. Puis ça vient avec genre, je sais pas, comme une façon de travailler qui est comme, moi, je vois comme, du bénéfique à ça, mais c'est sûr que qu'est-ce qui s'est développé sur Internet? Puis moi, je pense que c'est ça la vraie, mettons, critique du documentaire. Mettons du monde comme Alex, qui est dans le documentaire, qui est producteur, qui travaille sur la chaîne Shine, qui est un de nos plus gros exports culturels, produits culturels que les jeunes consomment. C'est que eux sont quand même mis à l'écart de comme qu'est-ce qui se passe culturellement au Québec quand c'est eux qui ont les leviers algorithmiques. Fait que si on est dans un contexte de crise, puis qu'on dit genre, oh my god, il faut souffler les braises, tu sais, puis tu sais, j'ai le rapport du groupe de travail sur l'audiovisuel en arrière, c'est vraiment catastrophique. C'est comme vraiment, il faut souffler les braises de notre culture, mais on exclut quand même les gens qui ont comme réussi à générer des audiences. Puis tu sais, je sais pas si vous avez écouté ça, sûrement pas, mais comme avec le documentaire, on a fait un épisode de podcast avec des gens dans l'industrie. Il y a la directrice de l'école des médias de l'UQAM, puis Karine Dubois, qui est la fondatrice de Pigua Productions, puis la directrice, c'est Catalina Brisegno. Puis elle, vraiment, elle a comme une bonne image pour ça, parce que moi, avant, je parlais de culture en parallèle, mais j'aime plus vraiment cette idée-là. Mais c'est comme tu as une industrie, puis tu as comme une parent-industrie qui est comme des satellites, genre autour d'une planète, qui se développe, mais comme l'industrie, elle se conserve, puis elle veut pas faire comme, ah oui, on va utiliser ces grands youtubeurs-là pour peut-être intéresser les jeunes à notre série qu'on vient de produire. On va les inviter à nos talk shows, on va les faire, on va les mettre en valeur, on va les faire. Puis je dis pas ça pour genre, moi, c'est ça que je veux aller faire. C'est juste comme si j'observe ça de façon pragmatique, genre qui a le pouls du public, qui est capable de faire une story sur Instagram, puis t'as genre 40 000 jeunes entre fucking 18 et 35 ans qui check. C'est ça vraiment qu'il faut que tu ailles voir. Puis c'est pas juste nécessairement. Je pense que l'image de comme l'influenceur a été capturée par qu'est-ce qu'on s'est fait présenter, genre fin des années 2010-2000, on pense à genre la forme moderne du métier de mannequin, genre c'est comme ça pour nous, c'est ça un influenceur, mais c'est comme non, il y a des producteurs qui font des comme œuvres de divertissement sur Internet, puis ces gens-là ont comme innové ces champs-là, fait qu'il faut comme les inclure dans genre, moindrement le marketing, tu sais, ça ferait aucun sens. Puis l'idée après, ça c'est plus mes relents comme souverainiste, whatever, c'est comme l'idée c'est de valoriser ça, puis comme de créer comme, de sentir que genre notre culture se régénère, puis qu'il y a comme des jeunes qui font, ah, il y a des nouveaux formats qui existent sur YouTube, on les fait, mais genre une série lourde, full moderne, comme, ben moderne dans la nostalgie, comme Vitrerie Royale, on la fait, on l'écoute, on la commente ensemble. C'est comme on existe tous dans la même culture québécoise, genre. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé par ce réflexe de protectionnisme de l'industrie télévisuelle. Ben, tu le vois un peu avec comment ça s'appelait le film qui prétendait être un peu un documentaire là, sur le trafic humain là, qui est sorti il y a genre 2 ans là, par un Américain. Ah oui, Là, oui. je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Là. Ben, ça s'est beaucoup appuyé pour la publicité de ce film-là sur des réactions justement de gens super connus. Là. Fait que là, mettons, je sais pas, moi, t'avais Ben Shapiro qui parlait de ça dans son show, t'avais un autre qui parlait de ça, puis là, tous les réseaux s'activaient, puis ça a fait que le film était vu dans Son of Freedom, exact. Et ça a fait que le film soit vu dans des cinémas partout, même jusqu'au Québec, alors que ça a été plus ou moins discuté dans des grands médias dominants. Fait qu'on, on le voit qu'il y a des gens qui ont compris un peu les nouvelles manières de fonctionner. C'est que si tu réussis à trouver un public que tu ne pouvais pas accéder nécessairement par les voies traditionnelles, ben là, tu trouves une nouvelle audience, là, tu trouves des gens. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais de ces genres de rapports-là là, sur la culture au Québec, tout ça. Nous autres, on n'est jamais questionné. Je veux dire, je ne sais pas que je veux nous donner de l'importance, mais à chaque fois qu'il est question de médias, de podcasts, de ci, de ça au Québec, on n'est jamais questionné. Il n'y a jamais personne qui nous demande notre avis sur rien. Or, on est un des seuls podcasts qui fonctionne et qui est autofinancé au Québec. Je me dis, on doit avoir fait quelque chose de correct à quelque part. Là, Ouais, Mais puis juste pour ouais. enchérir un petit peu là-dessus, moi, des fois, je me sens bonhomme. Tu sais, je suis rendu à 42 ans, puis mes enfants sont bons pour me faire sentir bonhomme. Puis quand tu te promènes dans un centre d'achat, maintenant, tu as des magasins, tu dis, What the fuck, c'est quoi ça, ce magasin-là? Je connais pas ça, je connais pas la marque, tout ça. Puis là, je demande à mon kid, c'est quoi ça? Oh, le mode TikTok. OK?
Là, tu marches avec 200 mètres, c'est un autre magasin fucked up. Qu'est-ce que c'est ça? Plein de patentes japonaises, puis des mangas, puis qu'est-ce que c'est ça? Ah, mode TikTok. Je me suis dit, calisse que je suis bonhomme, man. Je suis vraiment pas sur TikTok, moi, puis je veux rien savoir de ça. Puis je regarde ça aller, puis je me dis, ouais, OK, il y a un monde qui s'est créé, mais à un moment donné, tu es Mmh. là, tu te dis, ah, mais ça, c'est de la culture étrangère, internationale, c'est pas la culture québécoise. Ouais, mais les petits Québécois, ils ont l'air d'aimer ça pas mal, là. Ben Assez oui, mais pour c'est ouvrir ça. un magasin, là, tu sais. Il y a une nouvelle friperie vintage, genre magasin de bonbons exotiques, Galerie de la Capitale, chaque 2 jours. Genre, c'est comme un nouveau phénomène viral. Hey, du Mais, chocolat Dubaï à 18$. Qu'est-ce que c'est ça, sacrément? Mmh. mais c'est ça, je pense que tu sais, ça a été, mettons, tu check en politique. Là, tu sais, moi, en 2022, puis j'ai fait mon une émission où est-ce que j'ai reçu tous les chefs. Puis tu sais, à ce Ouais. moment-là, là, les chefs, là, ils ont tellement pas été difficiles à convaincre. Là. Tu sais, on venait de passer les élections présidentielles, puis le Monde a sorti une enquête sur genre vraiment comme la performance des candidats sur les réseaux sociaux, puis le rôle que ça avait joué, les entrevues long format dans la campagne présidentielle de 2022. Moi, j'ai juste fait un petit texte, je l'ai envoyé à toutes les partis politiques. Tout le monde a dit, hey, tu sais quoi, sounds good, on va venir sur ta chaîne YouTube. OK, ça c'est en 2022. Là, tu arrives à 2024, c'est comme podcast election avec Trump, c'est comme ça qu'on l'appelle. Fait que là, le monde politique, vraiment du marketing pur, là, tu veux chercher des votes. Ben, eux se sont adaptés ils ont compris très rapidement, genre, que Mmh. comme, ouais, faudrait qu'on aille faire des podcasts, on va aller s'asseoir avec Olivier Primo, on va aller s'asseoir avec Yann et Frank, faut Ils ont qu'on pas tout aille devant. compris, je te dirais, de Oui, notre exact, côté. c'est ça. Non, mais la CAQ n'est pas venue. Je veux dire, la CAQ n'est pas venue, mais toutes les autres partis, ils ont comme. Ils ont comme compris, ils sont venus, mais mettons, en médias, c'est comme plus tough. Genre, mettons, de convaincre justement une figure des médias traditionnels. Hey, yo, viens sur ma podcast. C'est comme, de quoi ça, podcast? De quoi? Non, c'est-tu UDA? C'est-tu ci? C'est-tu ça? C'est comme, non, on fait juste s'asseoir puis on jase. Il n'y a pas de montage. Là, tu sais, hey, c'est long. Là, tu sais, c'est comme, ben oui, le Mmh. but, c'est que ce soit long. C'est ça qui est bon, tu sais. Mais, fait quoi, il y a comme une adaptation qui c'est comme. Puis là, ça revient à la fin du documentaire, mettons, avec les codes d'écoute, que moi, ma théorie, je suis pas sûr, c'est que peut-être que vu qu'il y a ce système-là de calcul d'auditoire, ça a comme retardé comme une réflexion profonde sur genre adapter tout ce modèle-là, Ben puis oui. valoriser, genre qu'est-ce qu'on valorise comme audience. Fait que ça, c'est comme un gros C'est un problème. moment fort du documentaire, ça, quand tu discutes avec la présidente ou PDG VP de la numérique. la VP de Numéris. C'est vraiment un moment qui est intéressant parce que, tu sais, ce que tu dis, en gros, ben, ce que tu essaies de dire avec elle, c'est que, tu sais, les nouveaux médias, là, si on va sur ta chaîne YouTube, ben, puis où on cherche ton nom, c'est facile. Après moi, le déluge, il y a 39 000 vues, ça a été publié il y a 12 jours. Mais les chiffres qui nous proviennent des codes d'écoute d'émissions de télé ou ce genre de trucs-là, c'est un peu ce que tu essaies de découvrir par tes questions. C'est qu'il y a quasiment quelque chose d'un peu ésotérique là-dedans. Elle a dit, ouais, non, c'est une méthode très scientifique, mais plus tes questions avancent, plus ces réponses sont un peu dans le peut-être et le ça se peut, là. Plus on s'éloigne de la science, puis plus ça devient un peu n'importe quoi. Puis je pense que le non-dit qu'il y a avec toute l'histoire des revenus publicitaires, c'est que les annonceurs sont pas crétins aussi. Ils se sont rendus compte que dans les nouvelles plateformes, ils peuvent avoir les chiffres exacts et précis. Ils peuvent savoir si c'est écouté par des gars ou des filles. Ils peuvent savoir si le public a 35 ans, 55 ans, 65 ans. Ils peuvent. Et là, on a des choses aussi précises que les CPM, là, les cycles par mille. Donc, tu payes de la pub tant par chaque 1000 visionnements. Mais avant, les médias traditionnels vendaient, par exemple, des petits carrés de pub dans un journal puis disait aux gens, ben, ça vaut 5000 pièces mettons. Ah, pourquoi? Ah, ben, parce qu'il y a tant de gens qui vont voir ça. Ouais, mais j'ai aucun data pour prouver ça. C'est ça l'affaire, hein. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que ce système-là, il a été développé dans le temps que la télé, c'était, tu sais, c'était les oreilles de lapin où genre limite tu mets un câble blanc dans ta télévision, puis là, boum, t'as la télé. Il y a pas vraiment, c'est pas numérisé. Puis tu sais, au début, c'était des petits cahiers, là, le monde, ils remplissaient leurs petits cahiers numéristes, puis c'est devenu comme leur padget, tu sais, qu'ils ont, qui est tributaire d'un ancien monde complètement, parce qu'en 2013, toute la télé, elle a été numérisée au Canada. Il n'y a plus de câble que tu peux brancher directement dans ta télé. Il faut que tu branches ça dans une boîte. Fait que du moment que ça arrive, ben, on a toutes les données d'écoute exactes. Genre, tous les câbleaux distributeurs, ils savent exactement combien de gens qu'ils écoutent,
qu'ils ont écouté combien de temps. Puis là, l'argument, mettons, de Numéris sur pourquoi. Parce qu'eux, ils vont dire, puis l'entrevue, tu sais, c'est une entrevue d'une heure, là, tu sais, c'est un film, fait qu'on a Mhm. comme vraiment réduit ça. Mais mettons, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est qu'il n'y a pas de granularité, genre justement, avec les chiffres de, mettons, un câble distributeur, on ne sait pas qui est devant la télé, ça peut être le père, la mère, le fils, on ne sait pas trop. Fait que nous, vu qu'on veut vendre la publicité, on a besoin de profils individuels, il faut qu'on sache c'est qui, à quel âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Fait que c'est pour ça qu'on garde notre système. Fait qu'eux, ils vont dire, on mixe les deux. On a notre système de Padgett, mais on a les vrais chiffres exacts aussi, puis on les mixe ensemble. Ça fait pas trop de sens. Puis après, c'est le point vraiment, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment mettre ça à jour ou ils pensent que c'est comme impossible de mettre ça à jour parce que, dans le fond, quand tu achètes de la publicité là, à la télévision, c'est pas juste que tu t'en vas à un diffuseur puis tu achètes la télé, il y a comme un middleman. Il y a Il une y a toujours agence. un middleman. C'est ça, il y a des agences de placement publicitaire. Puis eux, l'argument numérique sur genre leurs chiffres, mettons, qu'ils m'ont donné, puis pourquoi que je devrais les croire, c'est qu'ils disent que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'argent s'en va plus vite que les auditoires. C'est qu'en ce moment, on n'a pas un problème d'auditoire. Ben oui, il descend, mais c'est encore vraiment incroyable. Il y a 1,4 million de gens qui ont écouté le chanteur masqué, whatever. Tu sais, c'est comme mais les gens, ils veulent plus acheter de pub parce que c'est rendu plus facile d'acheter de la pub ailleurs. Fait que eux, leur raisonnement, c'est même pas de dire qu'on n'a plus d'auditoire. C'est juste que, mettons, les compagnies préfèrent acheter sur Meta Ads puis Google Ads juste à cause de la plateforme en tant que telle, puis pas à Ouais, cause du rendement de leur placement facile. publicitaire. Fait que ça, c'est comme vraiment pour. Pour moi, c'est un non-sens. Je suis juste. Mais je pense que, juste pour pointer à un numériste, le fait qu'ils ont fait cette entrevue, qu'ils font rarement, montre que dans leur posture, ils savent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je pense pas qu'ils ont une Je pense posture que de oui. comme, genre, oh my god, non, on détient la vérité, on va rester de même pendant 30 ans, genre. Ils sont un peu dépendants de leurs clients qui sont en réalité leurs propriétaires, dans le sens que c'est pas une entreprise numérique, c'est vraiment une genre de coop qui est créée par les diffuseurs, autrement dit. Fait que, tu sais, à un moment donné, eux autres, ils doivent satisfaire leur monde. Puis, en fait, le point de Frank était quand même bon. Puis, c'est qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ont payé trop cher trop longtemps. Puis, ils s'en sont rendus compte, puis ont quitté. Il y en a encore qui continuent de payer trop cher présentement, puis qui s'en rendent pas encore assez compte. Je pense que ce qu'on a vu le plus, moi, ce que j'ai entendu du monde de la radio, évidemment, parce qu'on est quand même proche du monde de la radio, c'est évidemment pendant la pandémie. Tu sais, à un moment donné, les annonceurs de véhicules automobiles, c'est eux autres qui étaient les gros commanditaires quand même de ces entités-là. Même Mhm. s'ils mettaient de la pub, à un moment donné, il n'y en avait plus de chars dans le cours. Tu sais, il y a eu des pénuries, les chaînes les chaînes de montage puis de transport étaient fucké ben raide. Fait que même si tu mets de la pub, tu n'as pas de char dans le cours, ça va pas bien. Tu sais, fait qu'ils ils ont carrément arrêté leur publicité. Fait qu'évidemment, il a fallu qu'ils les remettent, eux autres, de leur côté au fur et à mesure. Mais quand ils sont arrivés pour les remettre, souvent, il y en a qui ont été très, très, très patients avant de les remettre parce qu'ils se rendaient compte qu'ils vendaient des chars pareils, là. Mhm. Même s'il n'y avait pas de publicité. Fait que c'est ça qui est venu affecter quand même les revenus aussi des stations de radio à l'époque. C'est que l'annonceur se rendait compte, sais-tu quoi, je suis capable de vendre des autos avec un budget publicitaire de 20 de ce que c'était avant, là, autrement dit. Fait que, ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas, nous autres, dans l'alternative, parce que on a souvent des commanditaires qui s'essaient avec nous autres, puis tout ça, puis je te garantis une chose, s'il ne vend rien après 2, 3 épisodes, on ne le reverra plus, ce commanditaire-là. Les Mhm. commanditaires qui reviennent de façon récurrente de notre côté, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils accomplissent leur objectif, éventuellement. Puis c'est ça, puis tu sais, quand je dis, genre, justement, mais tu sais, comme tu as dit, c'est une OBNL qui est conventionnée par le CRTC, là, tu sais, c'est la seule entité qui est reconnue par ça. Leur CA, c'est les annonceurs, les diffuseurs. Tu sais, ils ont pas comme vraiment, genre, tu sais, ils font juste comme appliquer le fait que c'est les seuls qui sont reconnus. Mais si tu regardes, mettons, un comparatif comme Nielsen aux États-Unis, qui fait, c'est un peu la même affaire qu'ils font là-bas. Mais eux, ils ont fait des ententes cadres avec Disney, avec Netflix. Chaque semaine, ils sortent un chart. Genre, voici ce qui a été le plus écouté sur Netflix, voici ce qui a été le plus écouté sur Disney. Puis je pense que c'est vers ça que Numéris travaille, mais genre, c'est comme. Je pense que ce documentaire peut-être va faire que comme OK, ouais, il faudrait Parce qu'avant, c'est vraiment, tu sais, comme MC Gilles dit dans le documentaire, à part Série Noire saison 2, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens là, qui te parlent de code d'écoute. Tu sais, c'est comme un peu un Non, c'est ça. omerta. Ça fait que je pense que le but, c'était.
moi, c'est pas d'arriver avec une espèce de grosse charge de confrontation. Puis je pense, en vrai, tu sais, si on regarde comme, mettons, Guillaume Abatiello, quand il est allé à Tout peut arriver, puis il a pété une coche sur la culture, même vous, peut-être, les discours que vous tenez là-dedans, tu sais, dans votre podcast sur, comme, justement, comme les sursubventions en culture, puis comment c'est. Tu sais, je pense que beaucoup de cette frustration-là, puis de ces affects-là, il n'existerait pas si, mettons, tes ados, là, Yann, ben, il y avait une série sur Radio-Canada qui capotait dessus, puis genre, c'est leur série préférée, tu sais. Tu serais comme, hey, tu sais quoi, on finance ça, mais genre, mais hey, mes jeunes, ils ont genre un show qu'ils aiment, puis genre, non, non, il y a un film qui sort qu'on est allé voir. Tu sais, comme de sentir qu'il y a comme de quoi qui se passe qui vaut ça, tu sais. Puis là, je le déconnecte un peu de tout le climat genre journalistique et Hmm. politique, que genre, je sais que vous avez vos Mais, propres critiques là-dessus, mais ouais. mais je vais te dire, le meilleur exemple qui. Moi, une des plus grandes frustrations que j'ai eues, j'en ai deux là, que je me sers souvent pour discuter. Il y a tout le phénomène Simple Plan, qui est des gars du Québec, mais qui est en anglais, fait qu'eux autres, le monde ne sont même pas encore au courant des fois qu'ils sont québécois. Ça, c'était une frustration. Tu sais, on a des gros galas pour remercier les artistes, les meilleurs artistes, tout ça. On en a un qui performe sur la scène internationale, puis on le reconnaît même pas. Fait que ça, j'ai toujours eu un problème avec ça. Puis l'autre problème que j'ai déjà eu, moi, ça a été Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, qui était 100% indépendant, qui performait super fort dans la région de Québec. La minute qu'il mettait les pieds à Montréal, il ne se passait rien. Puis, il vivait très, très, très bien de ça. Malheureusement, il est décédé trop tôt. Il a tellement fait d'argent. Il y a encore des tunes qui roulent. Il y a une fondation à son nom. Cette fondation-là est généreuse avec toutes sortes d'organismes sportifs dans la région. Le gars était propriétaire des capitales de Québec à 25%. Aucune reconnaissance du milieu de la culture québécoise parce qu'il n'avait pas de producteur reconnu de la clique. Il n'avait pas. Le gars était indépendant. Puis ses shit étaient bonnes. Puis Ben, ça fait penser, Yann, à quand on voit les palmarès. À chaque année, il y a des trucs qui sortent. Là. Ah, les 10 balados à écouter au Québec. Puis je lis ça, puis je dis, si je suis dans le monde du podcast, c'est pas normal, je cherche pas c'est quoi. Là. Ah, c'est un truc. Ouais, puis il est où Jeff tu sais, Fillion? Là? Je veux dire, si tu me parles de ouais, c'est ça. balado, puis que Ben là, Jeff il y a de la ben, il y a de la politique là-dedans. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a de la politique. ça gosse. Tu sais, à un moment donné, ça, c'est des frustrations parce qu'à un moment donné, peut-on reconnaître le talent d'Atit? Je veux dire, Bob Bissonnette, là, si vous me dites que ce gars-là n'était pas talentueux, vous êtes un asti de crosseur. Là. Puis, Ouais, mais c'est ça, je pense que aussi, moi, c'est une frustration que j'ai depuis longtemps, là, tu sais, comme, mettons, tu vas à Radio-Canada, peu importe, des gens, ils sont troisième génération Radio-Canadien, là, tu sais, là, c'est genre, c'est népotique, là, tu sais, Ouais, c'est c'est une comme, monarchie. tu sais, fait que c'est comme, ça, c'est la plus grosse, aussi, genre, je pense que si c'était pas comme un peu, mettons, moi, je trouve qu'il y a des postes décisionnels dans ces entités-là qui devraient être presque, genre, électifs, tu sais. Moi, je pense que tu peux pas comme centraliser autant de Hum, pouvoir de levier de production public, mettons, parce que t'es là, ça fait 30 ans dans le shop, là, tu sais. Pour moi, ben ça non. fait pas vraiment de sens du tout. Hum, Puis, tu sais, c'est plus s'inspirer aussi, mettons, comment les conseils des arts fonctionnent au Québec puis au Canada. Tu sais, c'est des comités de pairs, là. Tu sais, on se rassemble, on vote qui a les bourses, puis après, on en refait un nouveau. Puis, fait que là, peut-être que ça pourrait être ça, tu sais, pour, mettons, les séries lourdes de fiction que Radio-Canada produit, là. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est Fabienne Larouche, c'est genre, c'est d'autres gens, mais c'est ça depuis longtemps, tu sais, comme, puis je vais pas comme m'attaquer, genre, à Stat, là, genre, je vois qu'il y a plein de gens qui écoutent Stat, mais il faudrait que, comme, tu sais, on voit qu'il y a clairement de quoi qui se passe d'interpersonnel, genre, tu sais, c'est des gens qui se côtoient, qui sont à la Lucam ensemble, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Tu sais, ça crée tellement, surtout qu'on est dans l'époque, genre, post-woke, post-COVID, tout le monde est sur Internet en train de rage bait, tout le monde est en train de se frustrer ensemble. Puis là, t'as comme cette espèce de bulle culturelle qui se crée. Genre, ça génère que de la frustration. Puis pas juste comme à droite, droite de Québec, droite libertaire. Je sais pas comment ils s'appellent maintenant. Ça a évolué, là. Whatever. Mais genre, mettons les vrais, genre, tu vas voir les courants de gauche Facebook, genre, ces gens-là, ils n'ont pas le regard full favorable à l'industrie médiatique, là, autant qu'on peut le dire, genre, à droite, vont dire, ah oui, les médias sont de gauche. Tu sais, non, c'est comme, les médias, c'est la classe managériale néolibérale. Ils font chier autant le monde à gauche fucking que le monde à droite. Ben, c'est des corporatistes, on va se le dire. Là. Le vrai mot à utiliser, c'est vrai que c'est pas droite-gauche, c'est Ouais. vraiment du corporatisme parce que l'exemple de Bob Bissonnette que j'amenais, c'est que lui était en dehors de la clique, donc n'avait accès à rien, à aucun gala, à aucune reconnaissance. Puis en même temps, c'est un beau fuck you qu'il faisait parce qu'il montrait, hey, you know what, j'ai pas besoin de gagner un prix à la disque pour vendre des copies de mes albums, pour avoir des clics sur les réseaux sociaux, puis éventuellement avoir un stream de revenus qui continue malgré son décès aujourd'hui. Tu sais. Fait Puis que c'est même Kate Renada, je sais pas si c'est qui Kate Renada, mais Kate Renada, non, c'est
c'est un des plus gros producteurs de musique électro au monde. Tu sais, il a gagné des Grammys, il a produit des albums avec The Weeknd, puis tout, c'est un gars de Longueuil, là. Puis quand il a été nominé aux Grammys à Best New Artist, tu sais, c'est vraiment une figure iconique de la musique électro de Montréal des années genre 2015. C'est son album 99.9, ça a été la soundtrack de tellement beaucoup de vie montréalaise. Puis, tu sais, c'est très montréalocentrique, disons. Mais tu sais, il a été nominé aux Grammys Best New Artist, il y avait 3 nominations. Puis là, il y a des journalistes de la presse qui sont dans ses replies, qui sont comme Keith Canada, ça fait 2 mois qu'on essaie de t'avoir en entrevue, tu nous réponds pas, pourquoi tu critiques tout le temps les médias du Québec? C'est comme non, mais ce gars-là, ça fait 10 ans qu'il essaie de faire de la musique. Là, maintenant, vous le voulez faire des profils sur lui, puis tout. Puis il a juste, genre, écrit un tweet en les envoyant chier, tu sais. Il était, genre, je pense que la veille des Grammys, puis là, le monde sont comme fâchés, mais c'est comme moi, mais c'était pas à ce moment-là qu'il fallait le soutenir. Là, il est en tour avec The Weeknd, là, il s'en fout pas mal, là, de genre être dans le profil, dans peu importe le quotidien, tu sais. Mais ce qui est quand même Mmh. intéressant, c'est que tu vois quand même avec Angine de poitrine ce qui se passe, c'est que là, sont un peu plus. On dirait qu'il y a une awareness qui est un peu plus grande de leur côté. Ils disent, OK, ça, ce phénomène-là, là, si on n'embarque pas dedans, on va avoir l'air fou encore. Fait que là, ils ont embarqué un peu, mais ça a duré genre 3 jours. Parce que si tu regardes la vibe sur le net, c'est qu'Angine de poitrine, le phénomène, il est loin d'être mort présentement, là. Mais Ouais, au Québec, on un n'en moment parle donné, plus quand vraiment. Dave Grohl en parle, tu pas le choix de faire, tu peux plus vraiment l'ignorer, là, tu sais. C'est là, c'était too big to rig, là, d'une certaine manière. Ah, écoute, Mounir, il va falloir s'arrêter. On aurait pu continuer pendant des heures, mais je te laisse le mot de la fin pour dire aux gens comment faire pour aller, où ils peuvent regarder ton moyen métrage, comment te suivre aussi sur tes réseaux sociaux, puis tout ça. Ben, merci de l'opportunité de parler avec vous, là. Je suis content qu'on ait pu faire ça comme enfin. Puis le documentaire s'appelle Après moi, le déluge. C'est sur la chaîne YouTube de l'ONF. Mais c'est aussi si vous allez sur ma chaîne YouTube, juste écrivez Maire de Laval sur YouTube, ça va être la première vidéo qui va popper. Puis tu sais, je pense vraiment, puis c'est comme une volonté profonde. Je sais qu'on est genre dans la polarisation, puis dans comme genre générer de la haine sur genre pas de la haine, mais générer de la frustration sur genre un système qui est en place. Puis mon but, c'est vraiment, c'était de lead with love. Genre, puis moi, j'ai de l'amour pour comme qu'est-ce qu'on a construit comme culture québécoise, puis je veux qu'elle perdure. Puis genre, essayer d'enlever de frustration, genre d'effacement, genre ethnique ou culturel, genre, puis d'essayer d'amener ça à comme le futur, genre dans la réalité, comment qu'elle est. Fait que genre, je sais qu'il y a plein de camps politiques, puis c'est pour ça que genre, j'aimerais ça que genre, on sorte un peu de cette affaire-là, juste pour checker ça, puis genre, se connecter avec ce qu'on aime, genre, puis pas qu'est-ce qui nous frustre. Fait que ça, c'est mon plaidoyer à l'audience de Yann et Frank. J'espère que vous allez m'apprécier, puis allez voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est Merci. Au sûr. plaisir de se reparler. À bientôt.